Drive le Mag. Les inondations et votre véhicule, que faire si votre auto a été touchée? J'ai en ligne Philippe Boulot, pilote expert et directeur associé de BBE Développement. Philippe, bonjour. Bonjour Benoît. Avec vous, nous allons détailler plusieurs cas de figure avec un véhicule thermique, c'est-à-dire un véhicule habituel, mais aussi un véhicule hybride ou électrique. Alors, premier cas de figure, Philippe, ma voiture a de l'eau dans l'habitacle, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien là, pas grand-chose à faire si ce n'est décrocher son téléphone et appeler tout de suite son assureur, puisque là, on peut considérer que votre véhicule est perdu. L'humidité, l'eau avec l'électricité ou l'électronique, ça fait pas bon ménage, donc c'est quasiment perdu. Ça part directement chez le concessionnaire pour expertise et ensuite en indemnisation avec votre assureur. Autre cas, mon véhicule est simplement partiellement atteint par l'eau. Alors, tout d'abord, à partir de quel niveau d'eau on peut estimer que le véhicule est encore viable? On a un paramètre qu'il faudra bien prendre en ligne de compte, c'est regarder bien si la ligne d'échappement baigne dans l'eau ou pas. Ce sera notre système de mesure, en l'occurrence, si l'eau n'est pas rentrée dans l'échappement, on peut considérer que tout est sauvable. Au-dessus, ça va devenir compliqué à partir du moment où l'eau est rentrée dans l'échappement, voire dans l'habitacle. On rentre dans le premier cas de figure, c'est direction le concessionnaire et certainement la casse ensuite. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire justement si l'échappement est en dehors de l'eau? Est-ce qu'il y a un process particulier à suivre? Alors je dirais que c'est déjà d'ouvrir tous les ouvrants du véhicule, à savoir porte, portière, coffre, capot moteur bien sûr, en prenant garde d'essayer de l'ouvrir d'une manière manuelle, c'est-à-dire que également tous nos véhicules aujourd'hui sont équipés de systèmes de clips ou de télécommande ou de carte main libre, donc ça on va éviter de les utiliser, on va essayer de déverrouiller l'ensemble des ouvrants d'une manière mécanique. Pourquoi? Tout simplement pour essayer de créer un courant d'air naturel afin d'évacuer au maximum l'humidité. On doit laisser sécher le véhicule pendant combien de temps? Disons qu'il n'y a pas de règle générale, mais ce serait bien d'avoir au moins 24 à 48 heures d'assèchement du véhicule pour un parfait résultat. Le frein à main, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Là, important, effectivement, on a compris que les organes de freinage pouvaient être attaqués par l'humidité, voire la corrosion, donc on va prendre les précautions d'usage. On va déjà commencer par desserrer le frein à main, en prenant bien évidemment la précaution de caler le véhicule ou de passer une vitesse. Tout ça déjà pour éviter que le frein à main reste bloqué par la corrosion lorsqu'on va essayer de remettre en route le véhicule. Et si on a un frein automatique? Alors, le cas du frein automatique ou frein électrique, sur tous les constructeurs ont donné une procédure de déverrouillage manuel, donc il faut se rapporter au manuel du constructeur, regarder la procédure et là déverrouiller le frein d'une manière mécanique. Avant de partir, il y aura 2 étapes. Tout à fait. Alors la première étape importante, c'est de mettre le contact du véhicule sans procéder au démarrage du moteur. Ça va nous permettre de vérifier que l'ensemble du circuit électrique fonctionne sans problème de court-circuit ou de fuite de courant, à savoir les essuie-glaces, feux de détresse, clignotants ou les phares par exemple. Tout cela pour s'assurer que tous les circuits sont ouverts sans problème au niveau de la boîte de fusible, donc de court-circuit. Et donc si on a un fusible qui saute, là c'est direction garagiste. Alors, s'il y a un fusible qui saute suite, effectivement, à une immobilisation dans un milieu humide, effectivement, c'est direction le concessionnaire ou le garagiste le plus proche, car avec les véhicules, aujourd'hui, ça relève d'une haute technicité. Maintenant, il y a, Philippe, la mise en route, et là aussi un process à suivre. On va mettre en route le moteur. Alors, première chose, il n'y a pas de procédure spécifique par rapport à une mise en route classique, sauf que, dans le premier temps, on va laisser tourner le moteur au ralenti, donc avec les process de sécurité qu'on connaît, donc ne pas faire ça dans son parking sans en assurer une bonne ventilation. Et surtout, on va le laisser tourner pendant une quinzaine de minutes jusqu'au déclenchement des thermoventilateurs qui vont nous permettre d'atteindre la température de fonctionnement du moteur et fait que tout le système de refroidissement fonctionne correctement. On met le chauffage à fond également? Oui, c'est une bonne idée de mettre le chauffage à fond, parce que ça va certainement désembuer ou déshumidifier un petit peu l'habitacle, et puis deuxièmement, ça va nous permettre aussi de vérifier que tout fonctionne correctement de ce côté-là. Alors, même procédure pour la clim, on peut faire l'inverse également, ça nous fera aussi un contrôle supplémentaire. Alors une fois que cette procédure a été effectuée, comment on va quitter sa place de stationnement?
Alors, les premiers mètres seront, je dirais, décisifs et à parcourir avec prudence puisque moteur chaud, on va pouvoir démarrer ce problème. On va s'assurer qu'on n'a pas de problème au niveau de l'embrayage. Alors, 2-3 débrayages sur place pour voir que les vitesses passent correctement. Si tout est OK de ce côté-là, eh bien, en route pour un premier parcours de quelques mètres à très faible vitesse. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, avec le pied sur le frein. Pourquoi le pied sur le frein? D'une part, parce qu'on va s'assurer qu'on sera en mesure de freiner en toutes circonstances, et puis d'autre part, on va faire des tests de freinage à très faible vitesse, d'abord d'une manière relativement faible, et ensuite un petit peu plus franche pour voir la réaction de tout le circuit de freinage, et puis chasser entre les dernières gouttelettes d'humidité qu'il pourrait y avoir entre plaquettes et disques, ou entre segments de frein et tambour. Et si on a une sensation de broutement, que doit-on faire? Alors, pas d'affolement, c'est un coup classique. Les habitués de circuit 4x4 en sont, eux, persuadés, mais quelquefois l'humidité vient se mettre entre les systèmes de plaquettes et de disques ou les tambours, et ça fait effectivement un petit bruit de couinement ou une sensation de broutement, mais rien d'affolement. Ça va disparaître après assèchement. Alors, il y a maintenant d'autres éléments à suivre particulièrement? Il faudra utiliser au quotidien son véhicule. Là, la dernière chose à faire, c'est de le laisser remiser pendant quelque temps alors qu'il a subi une attaque due à l'humidité. Donc, c'est tout de suite parcourir quelques dizaines de kilomètres pour s'assurer que tout fonctionne. Ensuite, ne pas hésiter à refaire un plein, toujours pour la même raison, pour éviter une oxydation du carburant. Ça, c'est important à savoir. Traiter le système de chauffage et de clim avec un produit antibactérien qu'on trouve notamment en centre auto, ça ne peut pas lui faire du mal et ça va aussi assécher tout le circuit de ventilation. Il faut vérifier également les différents niveaux. Alors bien sûr, après on partira sur de la maintenance classique, vérifier tous les niveaux, à commencer par tous les niveaux d'huile, l'huile moteur, l'huile des pompes de direction, l'huile de la boîte de vitesse s'il y a. Alors à ce sujet, pas trop d'affolement. Si on découvre suite à cette inondation une petite pâte blanche ou crème appelée mayonnaise dans le jargon des garagistes, il faut se méfier. Ça veut dire que l'organe mécanique a récupéré un petit peu d'eau, voire un petit peu d'humidité. Donc cette humidité mélangée à l'huile va former une sorte de mayonnaise. Si on s'en aperçoit très rapidement, il convient de faire une vidange et de nettoyer les organes mécaniques et de refaire un complément d'huile avec une huile de qualité. Et on aura effacé le problème. Mais il faut s'en assurer bien avant un long trajet notamment. Et il y a d'autres éléments qu'il va falloir regarder de plus près, le système d'échappement, le silencieux. Effectivement, les véhicules modernes ont tous un FAP ou un silencieux catalytique. Alors là, il faut savoir une chose, c'est que ces organes mécaniques excessivement onéreux ne supportent pas ni l'humidité, ni le contact direct avec des liquides à l'intérieur de ceux-ci. Donc là, malheureusement, il faudra passer par la case concessionnaire avec une facture salée si on détecte un dysfonctionnement au niveau de l'échappement, notamment au niveau des sondes lambda. Un élément aussi à surveiller, ce sont les phares. On va prendre garde dans les jours qui suivent, faire attention qu'il n'y ait pas de buée sur, ou à l'intérieur des optiques, fera signe que vos optiques ne sont plus tellement étanches, et là, pas de secret non plus, il faudra passer par la case concessionnaire. On a vu les choses à faire, maintenant quelles sont les choses à absolument pas faire? 2 points importants à ne pas faire. La première des choses, on ne débranche pas ou on ne recharge pas sa batterie tant qu'on n'est pas assuré de son parfait assèchement. Ça, c'est important puisqu'on a des risques de choc électrique. Et là, concernant l'électronique embarquée d'un véhicule, aujourd'hui, ça a mal supporté ce genre de choses. Donc, on évite de toucher à la batterie, on la démonte pas et on la recharge pas tant qu'on n'est pas sûr que notre véhicule est bien sec à tous les niveaux. Et on ne laisse pas non plus son véhicule remisé pendant plusieurs jours. Tout à fait, ça c'est la pire des choses, c'est de se dire, voilà, j'ai asséché mon véhicule, j'ai plus de soucis, j'ai fait 10 km, tout va bien, et je le laisse encore au garage pendant une quinzaine de jours. Ça, je dirais, c'est la dernière chose à pas faire, puisque là, le travail de l'humidité va faire sournoisement son effet, et on va avoir de grosses surprises quand on va reprendre le véhicule.
Alors il y a un élément important, les véhicules qui évoluent. Maintenant on a des véhicules électriques ou des véhicules hybrides. Ce sont donc des véhicules qui ont énormément de circuits électriques avec des hauts voltages. Que doit-on faire si son véhicule électrique ou son véhicule hybride a été inondé totalement ou partiellement? Alors là, c'est très simple. Qu'il soit électrique, tout électrique ou hybride plug and play, c'est rechargeable, eh bien, le process est le même. On ne touche pas à un véhicule dans ces cas d'inondation. Quand je dis on ne touche pas à un véhicule, on peut éventuellement l'ouvrir sans problème, mais surtout on ne le met pas en route. Une seule chose à faire, on fait intervenir nos amis les pompiers qui eux connaissent les procédures. En l'occurrence, il faudra absolument couper l'alimentation de la batterie de traction. Il faut savoir que ces véhicules travaillent sur des tensions de 400 volts avec un ampérage très très important et que le risque électrique, le risque de choc électrique n'est jamais écarté, surtout en milieu humide. Donc, dans ce cas-là, vous faites appel aux pompiers, vous leur expliquez le problème, vous leur donnez bien, évidemment, le type de véhicule. Ils viendront, ils mettront en sécurité le véhicule et ensuite, eh bien, votre concessionnaire ou votre garagiste du coin pourra venir, le récupérer avec des procédures bien spécifiques aussi, afin de le réparer ou de le remettre en conformité en concession. Merci beaucoup Philippe Boulot pour tous ces conseils. Eh bien, à bientôt. Merci Benoît.